Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est ensemble jusqu'à 9 h, mais pour le moment il est 8 h 16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Benoît Chamboncel. Il est délégué régional Bretagne et vice-président du Conseil national de territoire de progrès. Il est également correspondant Renaissance sur la circonscription de Saint-Malo. Et il est avec nous ce matin dans la matinale. Il est venu de Saint-Malo pour être avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité déjà. Alors on va parler de politique, on va parler aussi évidemment de l'Europe, ce qui nous préoccupe tous aujourd'hui, puisque nous sommes à moins d'un mois maintenant de l'élection européenne du 9 juin. Je voulais vous entendre avant, Benoît Chamboncel, sur ce qui serait convenu d'appeler des événements d'actualité, événements dramatiques. On ira tout à l'heure à Rouen, où il y a eu cette attaque, en tout cas dans l'heure où il y a eu cette attaque de ce fourgon de transport pénitentiaire. Et puis je voulais vous entendre sur la Nouvelle-Calédonie où l'armée est arrivée ce matin pour prêter main forte aux forces de police qui sont débordées. Est-ce que c'est la guerre civile là-bas? Alors il semblerait que ça soit quand même assez grave, hein, sans vouloir être pessimiste. L'état d'urgence a été décrété. J'ai pas vu les toutes dernières actualités puisque j'étais sur la route. Il n'empêche qu'il y a plusieurs morts déjà. Je pense que c'est une situation qui ne doit pas continuer. Il faut rétablir l'ordre public et surtout rétablir le dialogue, ce qui est obligatoire. Sans dialogue, on n'avancera pas. Donc il semblerait qu'il y ait quand même deux niveaux d'interprétation. Il y a visiblement des jeunes qui sont en train de se rebeller et qui ne sont plus tenus par le FLNKS, qui est le parti indépendantiste, qui lui-même est le responsable gouvernemental de Nouvelle-Calédonie, qui détient aussi deux régions sur 3, donc ils sont très impliqués politiquement là-bas. J'entendais la France insoumise dire qu'on était dans un état néocolonial. Avec les indépendantistes au pouvoir en Nouvelle-Calédonie, on peut pas vraiment le dire, je pense. Mais bon, LFI est dans sa posture qu'on connaît bien. Donc ces jeunes, ce sont plutôt eux qui sont à la manœuvre actuellement. Il semblerait qu'ils soient instrumentalisés aussi par l'Azerbaïdjan. Donc ça paraît étonnant, mais il y a en effet l'Azerbaïdjan qui est derrière, qui, on peut dire, rend la monnaie de la pièce à la France, qui a soutenu particulièrement nos amis arméniens, nos frères arméniens. Voilà, donc tout ça avec aussi le nickel, hein, puisque alors tout à fait, exactement, j'allais y venir. Donc on a la même fonctionnement de pensée. Le nickel qui en Nouvelle-Calédonie est une ressource vraiment majeure. C'est un quart de la production mondiale quand même. C'est énorme. C'est énorme. Donc tous ces éléments font que c'est plus simple que de dire ce qui est annoncé, de dire que la réforme électorale a mis le feu aux poudres. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas ça. C'est un prétexte. Pour moi, c'est un prétexte. Après, je suis pas au fait de tous les dossiers, hein, bien évidemment. Voilà, mais je suis l'actualité et je pense qu'il faut aller creuser plus. Et néanmoins, il faut que le dialogue soit rétabli. On se souvient de l'époque Rocard avec Monsieur Djibaou, Monsieur Lafleur. Il y avait quand même des figures tutélaires qui discutaient entre elles, même s'ils n'étaient pas d'accord. On a réussi à maintenir la paix dans ce territoire, et c'est primordial. Il faut le dialogue. Gérald Darmanin s'est exprimé ce matin chez nos confrères de France Info en disant que dans les heures qui viennent, l'État reprendra totalement le contrôle. Donc je le disais, l'armée est arrivée sur place. On parlait aussi des enjeux avec le nickel. Oui. Et il y a la Chine aussi qui convoite cette petite île si loin de nous. Tout à fait. La Chine est très présente aussi. Donc pour un côté aussi maritime, puisque nous, la Nouvelle-Calédonie nous donne droit à aussi une grande surface maritime. La France est le deuxième pays, je crois, maritime au monde. Hein. Donc c'est très important pour nous aussi. Et la Chine, bien sûr, aimerait bien grignoter
tout cela. Voilà, donc on va suivre évidemment l'évolution de la situation. Autre fait divers plus près de nous, fait divers dramatique avec cette évasion spectaculaire à un péage, le péage d'Incarville dans l'Eure, où ce fourgon pénitentiaire a été attaqué et où 2 agents pénitentiaires ont trouvé la mort. On voit le gouvernement aujourd'hui pointer du doigt en disant voilà, on avait alerté, on n'a pas fait assez. Bon, l'heure est au recueillement certes, mais déjà les questions se posent. Est-ce qu'il va falloir là aussi passer à une vitesse supérieure eu égard au grand banditisme qui, on l'a compris, prend des dimensions guerrières? Alors c'est le grand banditisme, mais au-delà c'est aussi une propagation du trafic de drogue et des enjeux financiers très importants qui font que des petits bandits, parce qu'a priori c'était pas non plus un cador, c'est pas un gros poisson, deviennent tout à coup très puissants grâce à l'argent. On en revient au problème de l'argent. Là, on parle d'évasion, moi je parle d'assassinat, parce qu'il faut... C'est prémédité, il aurait pu s'évader sans massacrer, arriver avec des armes de guerre, concrètement. Donc c'est quand même très grave, quoi. C'est une escalade qui est vraiment dramatique. Il n'y a plus de code d'honneur chez les truands, finalement. Tout à fait. Bon, c'était un honneur particulier aussi, mais en effet, il y avait des règles. On en revient à ce qu'on disait par rapport à Nouvelle-Calédonie, avec des parrains, des figures tutélaires qui cadraient les plus jeunes. Alors, je fais pas de vieillisme, j'ai rien contre les jeunes, au contraire, il en faut, et c'est très bien. Mais on voit que c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. Et l'État a mis pourtant beaucoup, mais là, les forces étaient... Il y avait un décalage absolument incroyable, quoi. On voit la puissance. Malheureusement, les images ont été diffusées. Moi, je les ai vues floutées sur les réseaux sociaux. Malheureusement aussi, on subit plus qu'on peut choisir les images qu'on regarde, souvent. Et c'est pas normal aussi que ces images circulent. Je trouve ça, par rapport aux familles, c'est très très inquiétant tout cela. Les chaînes d'info continuent, on pense à CNews, à BFM, tout à fait. Toutes. On diffusait ces images. Complètement. Moi, je trouve ça vraiment... C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Voilà, peut-être une réflexion à avoir autour de ces images avec l'ARCOM, l'autorité de régulation. On est en pleine campagne électorale dans ce climat, climat difficile évidemment avec ces faits divers, et on est aussi en pleine campagne électorale dans un climat politique particulier. On a vu ces temps d'année ce blocage à Paris de Sciences Po, ces revendications. On a aussi ces actes antisémites. On a une montée aussi de l'islamisme radical. Ça fait beaucoup de choses pour une élection européenne, pour que ça se déroule finalement sereinement. Comment on fait campagne dans ces conditions-là? Alors, on fait campagne au mieux. Vous faites référence aux actes antisémites et tout. Donc là, c'est pareil. Je pense que c'est des forces, je ne vais pas parler de forces occultes, mais des forces étrangères. Comme pour la Nouvelle-Calédonie, on sait très bien que les Russes sont très impliqués là-dedans. Il y a eu des Géorgiens qui avaient tagué des drapeaux israéliens, souvenez-vous. L'étoile de David. L'étoile de David. Bon, il y a eu plein... À chaque fois, c'est dans le Marais, donc il y a un côté antisémite certain, mais aussi une volonté de déstabiliser. À chaque moment d'élection, ça a été le cas lors des dernières élections présidentielles, on s'aperçoit d'une activité avec des attaques aussi de sites gouvernementaux. Au niveau numérique, on est très très attaqué. On voit les fake news finalement qui circulent sur les réseaux sociaux avec une grande inquiétude. On entend aussi les états-majors des différents partis politiques, des différentes formations politiques qui s'inquiètent de ces fake news qui pourraient finalement changer le résultat d'une élection. On le voit aux États-Unis, ou sans le nommer, mais quand même en le nommant. Monsieur Trump se fait fort de tout ça, avec son propre réseau social, et pour moi c'est un déni de démocratie. Enfin, créer son propre réseau social et balancer comme ça, c'est absolument incroyable. Pour revenir aux élections, ce qu'on se disait à l'instant, je vois que chaque fois j'appelle le Front National, mais ça c'est un problème d'âge aussi. Le Rassemblement National joue là-dessus, et joue sur les peurs, et joue sur
le fait de ne pas parler d'Europe, puisqu'on voit bien qu'ils sont anti-européens en fait. Ce sont les élections européennes, ils veulent un maximum d'élus, mais ils sont contre l'Europe. Donc c'est juste un garde-manger pour eux et la volonté d'avoir des postes pour faire vivre le parti en fait, qui est extrêmement endetté, on le sait, et qui a d'ailleurs un procès qui va arriver en septembre, qui peut leur coûter très cher. Donc tout cela mis à part, on essaie nous, pour revenir à notre discussion de départ, de faire campagne et de recentrer le débat sur l'Europe et justement de parler de tout ça et des attaques multiples qu'on peut rencontrer. Donc on parle de la Nouvelle-Calédonie, la volonté de ramener le conflit israélo-palestinien en France dans les facs, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, là c'est le mur des justes qui a été tagué. Les justes étaient des gens qui ont défendu les juifs pendant la guerre. Quel rapport avec Gaza? Enfin, on marche sur la tête, c'est n'importe quoi. Alors que les facs soient un endroit où on s'exprime, et moi j'étais à Nanterre, à la fac quand j'étais gamin, c'était en effet un endroit d'expression avec des comités, plus de droite, plus de gauche, c'est très bien. Mais il faut pas faire n'importe quoi non plus. Et on voit certains partis, notamment la France Insoumise, qui instrumentalisent tout ça et qui propagent des fake news. Ça vous a interpellé ce qui s'est passé finalement à Sciences Po à Paris, rue Saint-Guillaume, on a vu ces sittings, cette occupation des locaux, Sciences Po qui finalement forme les élites politiques de demain. Tout à fait. Ou voire même journalistiques. Tout à fait, qu'on s'émeuve que la population gazaouite soit massacrée, c'est une chose. Moi, ça m'émeut, ça me désole aussi, bien évidemment. Il faut revenir au départ de ce qui s'est passé, de l'attaque du Hamas. Moi, je dissocie toujours le Hamas de la population gazaoui. C'est deux choses différentes. Et il faut dissocier le gouvernement de Netanyahou de la population israélienne et des Juifs en France. Le gouvernement d'extrême droite, vous voyez ce que je veux dire, finalement. Qui est vraiment d'extrême droite, qui l'assume. Donc là, il y a une sorte de consensus, puisqu'il y a une guerre, donc en cas de guerre, normalement, le peuple se retrouve, se ressoude, c'est normal. Mais il faut pas apporter ça chez nous. C'est pas bien. Alors après, qu'on soit pour ou contre la guerre, tout cela est bien noble. C'est des combats dont les jeunes peuvent s'emparer. Je trouve ça très bien. Mais par exemple, l'histoire des Mains Rouges, c'est pas du tout ce qui est dit. Les Mains Rouges, ce sont 2 soldats israéliens qui ont été massacrés de manière horrible. Donc, vous voyez, il y a une méconnaissance et qui est entretenue par certains partis et qui ferait mieux de faire campagne pour l'Europe, à mon avis. Enfin, j'ai pas de conseils à leur donner, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Voilà. On va parler d'Europe, et justement, ça va nous amener, hélas, à la guerre aux portes de l'Europe. Mais je voulais vous entendre aussi sur un événement qui est arrivé hier, cette tentative d'assassinat du Premier ministre slovène. Alors, Premier ministre populiste, hein, comme l'on dit, mais voilà, Premier ministre quand même, par un militant de gauche, en tout cas c'est ce qui a été donné par les agences comme détail. Est-ce que ces tentatives de déstabilisation, là encore, même si le gouvernement slovène peut être discutable par certains points, en tout cas sur sa politique, on a l'impression qu'on franchit des caps peu à peu. Alors c'est slovaque, hein. C'est pas slovène. Oui, je dis slovène, pardon. Oui. Pardon, je me permets de vous reprendre. Donc c'est quelqu'un qui est pro-russe, clairement. Après, c'est quelqu'un qui est élu, donc on doit respecter. Si les élections se sont passées de manière correcte, voilà, c'est la démocratie. Donc il n'est pas forcément pro-européen, il est plutôt pro-russe, mais il mérite pas de se faire tuer. C'est un représentant du peuple. La personne qui lui a tiré dessus, c'est un poète à la retraite. Moi, je ne me permets pas d'analyser. Je sais pas. Il y a déjà des officines russes qui disent que c'est l'Ukraine qui est derrière. Bon, l'Ukraine n'est pas à la manœuvre. Surtout, il faut quand même pas. La bataille des communiqués. Exactement. Donc tout ce qu'on dit depuis ce matin est lié à la même chose. Des luttes d'influence, souvent liées aux Russes quand même, voire aux Chinois, et avec une volonté de s'installer économiquement, politiquement, parce que c'est aussi une question de gros sous, hein, il faut le dire, de ressources pour le nickel, et chaque élément est constitutif de cette volonté d'influence. Alors on voit là... C'est pas un discours complotiste que j'ai, c'est factuel. Voilà.
Non, il ne s'agit pas de rentrer dans le complot. Voilà, c'est d'essayer de comprendre la situation. Situation qui est assez tragique pour les Ukrainiens qui reculent, qui ont décidé de se replier pour éviter de perdre trop d'hommes qui sont au front aujourd'hui. Ça pose aussi le problème de la mobilisation. Ça pose directement le problème de l'aide à l'Ukraine. L'Europe fait beaucoup, la France fait beaucoup, mais on a l'impression du pas assez. Et oui. Mais jusqu'où faudra-t-il aller? C'est bien le problème. Donc on fait au maximum, et il faut se dire qu'on a fait le maximum pour être serein. Je pense que c'est primordial. L'Ukraine est en train de défendre les frontières européennes, même si l'Ukraine n'a pas encore adhéré à la communauté européenne, ce sont quand même les frontières de l'Europe géographiques. Et ils défendent aussi certaines de nos valeurs démocratiques. Il y a peut-être à redire dans le gouvernement, dans ce qui s'est passé là-bas, mais encore une fois, comme en Israël, il y a le peuple fait corps avec son gouvernement. Je trouve que le président Zelensky est un vrai chef de guerre, mais dans le bon sens du terme. Ce qui n'est pas le bon sens du terme pour Poutine, qui envoie sa jeunesse se faire massacrer, et l'Ukraine résiste, malgré tout. Ils attendent de pied ferme les avions. Je suis pas au fait des secrets militaires, vous en doutez, mais ça ne saurait tarder, visiblement. En tout cas, les pilotes sont formés. Ça a été long, parce qu'il faut le faire sérieusement. Ça va changer la guerre. Donc là, il y a une position un petit peu attentiste des Ukrainiens qui essaient de faire des coups qui sont d'ailleurs un peu de guérilla, on va dire, à base de drones et à moindre coût humain et financier. Il n'empêche que là, ils ont un petit peu reculé, ils l'avouent eux-mêmes, mais c'est dans une zone un petit peu grise. En fait, j'ai écouté une analyse ce matin très très tôt, très intéressante, qui disait qu'ils n'ont pas pu construire leur défense puisqu'ils étaient dans une zone de bombardement. Mais c'est le même cas pour les Russes. Donc il y a une sorte de no man's land. Là, ils reculent jusqu'à leur défense, et là, ils attendront de pied ferme les Russes. On entend beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire il faut cesser la guerre en Ukraine, il faut discuter diplomatiquement avec Poutine, il faut essayer de traiter finalement pour que la paix intervienne. Est-ce que selon vous c'est quelque chose de possible? Et là on reste dans le discours européen. Alors c'est pas dévoyer quelques secrets ou dévoiler, que je me doute bien qu'il y a des discussions en parallèle, il y a toujours des discussions en parallèle. C'est le moment où il n'y a plus de discussion que l'escalade se produit. En fait, on sait aussi que pour revenir à Gaza, il y a des discussions en parallèle avec des gens comme le Qatar qui il y a des intermédiaires finalement. Exactement. Donc c'est la même chose pour l'Ukraine. Oui, il faut discuter, mais il faut pas plier contre Poutine. C'est trop facile d'envahir et après de dire bon, maintenant que je suis là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut repousser Poutine, à mon avis. Il faut que la Russie retourne dans ses frontières historiques et bloquer l'expansion et la volonté de Poutine de rétablir un empire russe, parce que c'est ça, c'est même pas soviétique, hein, c'est l'empire russe, la grande Russie d'avant 1917, quoi. La grande Russie de Catherine II, finalement. Exactement. Bon, c'est pas Catherine Poutine, mais voilà. Avec la demande d'entrée évidemment de ces pays qui sont menacés, on pense à la Géorgie qui est très déstabilisée actuellement par des attaques, on va dire sur son territoire, en tout cas des opérations de déstabilisation que l'on attribue à la Russie, l'Ukraine évidemment, et ça pose la question aussi de jusqu'où agrandir l'Europe aujourd'hui. Excellente question. Et je n'ai pas la réponse. Voilà, je pense que j'étais suspendu à vos lèvres. Oui, bah écoutez, je réfléchissais en même temps. Je pense que il faut se sentir européen, demander, voilà, parfois pour certaines compétitions sportives ou pour l'Eurovision, par exemple, Israël est dans l'Europe. Alors les gens se disent, bah tiens, Israël est dans l'Europe, ou la Turquie va être dans l'Europe pour certaines choses, pas dans d'autres. Est-ce que les gens... Je pense qu'il faut que les gens aient des valeurs communes, qu'on partage des valeurs communes. Se sentir européen, c'est un sentiment. Après, on peut être dans l'Europe à des niveaux différents. Est-ce que c'est juste pour la défense par rapport à l'OTAN donc on se sent européen, même si l'OTAN est internationale. Mais après, il y a l'Europe économique. Est-ce que, par exemple, la Grande-Bretagne a quitté l'Europe en tant que telle, mais
pour moi, la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe. Elle reste toujours sur le continent. C'est l'histoire de l'Europe, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux d'appartenance et plusieurs sentiments d'appartenance. Il faut que les gens se sentent européens. Pour revenir à l'élection et à la campagne actuelle, il y a la campagne des pro-européens et des anti-européens, en fait, au-delà des partis. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, on voit aujourd'hui une Europe aussi qui est un petit peu dans la tourmente, en dehors de cette guerre à ses frontières. Il y a aussi une forme de déni de l'Europe par les citoyens européens qui se demandent, qui ne comprennent pas forcément toujours comment fonctionne l'Europe, déjà d'un point de vue technique, si vous me permettez le terme, et parfois même d'un point de vue politique, d'une Europe éloignée, d'une Europe qui ne répond plus à leurs attentes. Et on voit dans certains pays une montée des gouvernements populistes. On voit ici cette poussée de Rassemblement national, 32,5% au dernier sondage, alors que la liste Besoin d'Europe portée par Valérie Hayé est un peu à la peine. Je vais vous poser une question un peu directe. Est-ce que Valérie Hayé, on paie un petit peu le tribut du bilan du président de la République, d'Emmanuel Macron? Alors il y a deux niveaux aussi là de lecture. Le RN était devant nous déjà en 2019. Les précédentes élections européennes. Alors précisons que ce sont des sondages, donc on reste évidemment prudent. J'allais y venir complètement. Alors on peut pas dire je lis pas les sondages quand ils nous sont défavorables et dire je les lis quand ils sont bons. Il faut être honnête. En tout cas, on peut dire, je vais reprendre l'expression populaire, que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. Je vois qu'en effet, dans les sondages, notre socle se maintient. Le RN perd un petit peu, là, légèrement. Il y a quand même une marge d'erreur qui est toujours 3-4 points, ce qui est beaucoup. 3-4 points, c'est 3 députés. 3 députés, vous voyez, donc c'est quand même très important. Le RN, en plus, ne valorise pas son bilan. C'est normal, ils en ont pas. Ils n'ont pas bossé. Ils n'ont pas bossé du tout. Et donc, ils mettent la campagne sur le terrain national. Et nous, on met la campagne sur le terrain européen. Et donc, c'est pas du tout la même chose. C'est une forme de distorsion, finalement. Complètement. Donc, on fait pas la même campagne. Donc, faire des selfies avec des jeunes gens avec un beau sourire ultra bright, c'est une chose. Après, bosser, avoir un vrai bilan, aborder les dossiers avec des choses qui peuvent être clivantes, avoir raison avant les autres. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, en 2017, quand il a fait son discours de la Sorbonne, beaucoup l'ont loué, mais beaucoup aussi l'ont critiqué en disant la France... Le premier discours, hein. Le premier, en 2017. Hein, là, il a refait un discours très intéressant. C'était aussi très, très passionnant. Il repositionnait, où il y avait des points d'étape. Il en refera, j'espère, un autre prochainement aussi. C'est un président qui est profondément européen. C'était la base de notre campagne en 2017. Il faut qu'on continue comme ça. Et le RN n'est pas européen. Leurs alliés en Europe ne sont pas des pro-européens. Il faut le dire. Ils veulent sortir de l'Europe. À un moment, Marine Le Pen parlait de l'écu. Enfin, c'est absolument incroyable. Quand voilà, pour les plus manque jeunes, de compétences et l'écu, c'est un truc... Voilà, pour les plus jeunes, c'était l'ébauche de la monnaie européenne, l'ébauche de l'euro, finalement. Tout à fait. Sans euro, on ferait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on ferait sans l'euro? Grâce à l'Europe, on est une force, on est une puissance économique. Pourquoi la Chine frappe à la porte, gratte à la porte? Xi Jinping était là récemment. Parce qu'on est la première force économique mondiale. L'Europe, c'est un marché énorme. Donc, il faut qu'on le développe. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais... On va en parler justement de cette Europe économique. Là aussi, des fois, il y a un peu de défiance. On dit, voilà, on est dans une Europe économique. Que vont devenir les nations? Alors, il y a deux grands projets qui s'affrontent. Une Europe plutôt fédérale et une autre Europe, plutôt l'Europe des nations, celle qui fut en son temps prônée par le général de Gaulle. Est-ce que, justement, il faudra un jour ou l'autre faire un choix avec cette Europe territoriale des territoires qui ont plus d'autonomie, plus de facilité, plus fédéraux en l'occurrence, et cette Europe des nations, voilà, est-ce qu'il faudra faire un choix à un moment? Alors, je vois bien ce qui sous-tend votre propos, donc je vais vous répondre en bon breton. Moi, je suis pour plus d'autonomie des territoires, bien évidemment. Ça serait pas être correct de dire le contraire. Il n'empêche quoi, pour faire du en même temps aussi, qui m'est cher, on peut avoir une Europe un peu plus fédérale. On voit ce qui se passe en Allemagne. Hein, il y a un gouvernement central avec des compétences régaliennes et plein d'autres compétences qui sont gérées au niveau régional. Et ça me paraît très intéressant à étudier. Donc ça sera sur du long terme.
Je pense que si on veut une Europe forte, il faut un gouvernement européen, avec un président ou une présidente. Peut-être un président, moi j'ai quelqu'un en tête, je ne sais pas s'il le souhaite, mais... J'allais dire, il y a peut-être déjà un début de campagne d'un président de la République, peut-être, d'un pays européen qui s'appelle la France. Peut-être, mais peut-être a-t-il raison encore une fois avant les autres. C'est-à-dire qu'il faut une coordination, alors elle existe déjà, mais sans vraiment une gouvernance forte, qui apaise un petit peu les conflits qu'il peut y avoir, parce que l'Europe, c'est pas rose aussi, hein, il faut... je parle pas de couleur politique là, hein, je parle non, on est bien d'accord. Voilà, donc il faut respecter les territoires, les cultures, mais il y a des choses qui doivent se fédérer. Donc, pour en revenir à la campagne, nous on prône une Europe plus forte, avec une peut-être pourquoi pas une armée européenne, en tout cas une frontière gérée de manière européenne, ça fait débat. Renforcée. Ça fait débat, cette armée européenne. On a pointé du doigt les récentes expressions du président de la République autour sur le nucléaire, la force de frappe. Hein. Oui. Et cette peur aussi, on parlait des... Alors je me permets, partager la force de frappe, c'est pas céder la force de frappe. Bon, encore une fois, ça a été dévoyé, les paroles ont été dévoyées par nos oppositions. L'idée est de partager et donc de faire profiter aux autres de notre connaissance, pour protéger les uns les autres. Excusez-moi. Non, mais je dis aujourd'hui, il y a une inquiétude sur la disparition des nations. On parlait des territoires à l'instant. Est-ce que demain, la France va disparaître, va être un des États européens? Non, la Bretagne a disparu. Non, heureusement. Bah non, bah voilà, c'est exactement la même chose. Un échelon supérieur, donc sans donner d'échelle de valeur, hein, supérieur géographiquement, on va dire. La France est dans l'Europe, la France a une place maintenant prépondérante dans l'Europe, notamment grâce à Emmanuel Macron, parce que je suis désolé, avant 2017, on n'avait pas ce pouvoir-là, tout le monde rigolait, tout le monde parlait de l'Allemagne. Alors oui, c'est un partenaire majeur, mais on fait corps avec l'Allemagne, et ce qui montre d'ailleurs que le dialogue et la résilience, c'est primordial. Ce qu'on a réussi à faire, nous, sur notre territoire européen, pourquoi ça se passerait pas, pour faire l'analogie avec ce qu'on disait tout à l'heure, en Proche-Orient, où ça serait souhaitable qu'il y ait une solution à deux États et que les gens puissent se parler et que on ait la paix à nouveau. Justement, l'Europe, il nous reste un petit peu moins de 5 minutes, me dit mon réalisateur dans le casque. L'Europe, aujourd'hui, on a l'impression un peu d'un géant en pied d'argile face aux grandes recompositions géopolitiques. On pense à la Chine, on pense aussi à la Russie, hein, qui a aussi, malgré la guerre, un poids important. On pense aussi à l'Afrique qui se développe. Et on pense aussi aux États-Unis et le retour de l'ombre de Donald Trump, peut-être pour le mois de novembre. Alors Donald Trump ou Poutine. C'est-à-dire qu'il y a les pays et il y a aussi les dirigeants. Et donc en fonction des dirigeants, Poutine par exemple, après la période de glasnost et tout ça, on s'est rapproché de la Russie puisqu'il y avait une volonté de développer démocratiquement le pays. On voit que c'est plus un pays démocratique. Malheureusement, pour faire le lien avec votre question, si Donald Trump revient au pouvoir, et tout est écrit dans son programme, je l'ai pas lu in extenso, mais c'est assez inquiétant pour la démocratie. Et donc, les États-Unis, avec le pouvoir démocratique et la proximité qu'il peut y avoir avec l'Europe, on a beaucoup à craindre. Il nous reste une petite minute. Je voulais vous entendre sur la campagne électorale. Oui. Valérie Hayé a été choisie pour conduire cette liste européenne. On a l'impression aujourd'hui qu'elle est un peu à la peine. On a vu arriver Jean-Yves Le Drian pour lui donner un petit coup de main. On a vu arriver le président de la République. Est-ce que vous restez néanmoins optimiste aujourd'hui? Ce sera ma dernière question. Alors je pense pas qu'elle soit à la peine. Je pense qu'il fallait qu'elle trouve sa place, ce qui est normal. C'est quelqu'un qui est très compétent, qui a fait preuve de beaucoup de compétences et beaucoup de travail quand elle était députée européenne. Donc là, elle va l'être à nouveau puisque c'est la tête de liste. Donc je ne doute pas du résultat. Que Jean-Yves Le Drian soit là, c'est pas parce que Valérie Hayé serait à la peine. C'est parce que de toute façon, il avait dit qu'il soutiendrait la campagne, comme il a soutenu Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, je le rejoins ce soir. Je serai à Fougères. Il y a une réunion publique où il y aura Jean-Yves Le Drian et Marie-Pierre Védrenne, dont on n'a pas parlé, qui sera notre invité bientôt. Qui vient vous voir la semaine prochaine, je crois. Oui. Marie-Pierre Védrenne, qui est la 3e de la liste, donc qui est notre chef de file bretonne européenne, avec Pierre Karleskine aussi, qui ont fait un super boulot. On a 7 Bretons sur la liste aussi. Nous sommes la liste la plus européenne. La liste Besoin d'Europe, il faut le dire.
Voilà. Eh bien, c'est dit. Merci d'avoir été avec nous, Benoît Chamboncel. Merci beaucoup. Ce matin, je rappelle que vous êtes délégué régional Bretagne et vice-président du Conseil national de territoires et progrès. Je vais y arriver. Correspondant Renaissance sur la circonscription de Saint-Malo. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci de votre accueil. Belle journée. À vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.